Salut à tous, ici Ophélie. Vous êtes sur un nouvel épisode de La Gagne. Si vous venez de nous rejoindre, sachez qu'avec Martin et Clément, nous interviewons sur ce podcast de grands sportifs français. Toutes les 2 semaines, nous avons l'honneur de recevoir à notre micro un grand champion et nous retraçons avec lui l'une des compétitions les plus marquantes de sa carrière. Aujourd'hui, nous recevons à notre micro l'un des meilleurs joueurs du monde de pétanque en activité, Dylan Rocher. Chez les Rocher, la pétanque est une histoire de famille. En effet, son père, ancien champion du monde, a transmis sa passion à son fils dès son plus jeune âge. À seulement 29 ans, Dylan a déjà tout gagné dans son sport. Quelle est alors la recette magique pour devenir un pétanqueur de haut niveau ? Rappelons tout d'abord qu'une partie de pétanque peut se jouer en triplette, 3 contre 3, en doublette, 2 contre 2, ou en tête-à-tête, 1 contre 1. L'objectif est de marquer des points en plaçant ses boules plus près du cochonnet que son adversaire. La première équipe arrivée en 13 points remporte la partie. 2 choix s'offrent aux joueurs. Pointer, c'est se rapprocher le plus possible du cochonnet, ou tirer, c'est-à-dire dégager les boules adversaires. Les meilleurs pétanqueurs font même ce qu'on appelle carreau, cela veut dire que la boule tirée prend la place exacte d'une autre boule. D'ailleurs, notre invité du jour est un véritable collectionneur de carreaux. Voilà pour les explications. Quant au niveau exceptionnel que Dylan a atteint, il nous dit qu'il faut surtout être adroit, régulier. Il faut aussi sans doute beaucoup de calme et une bonne gestion du stress. C'est exactement ce qu'a su faire Dylan pour devenir 5 fois champion du monde, 13 fois champion d'Europe et 13 fois champion de France. Il revient aujourd'hui avec nous sur une gagne qui l'a particulièrement marqué, son premier championnat du monde en 2012, qui se déroulait alors à Marseille. Il nous décrit ses émotions, nous parle de cette superbe équipe composée à l'époque de Lacroix, Quintet et Suchot. Laissez-vous gagner par cette ambiance estivale et chaleureuse, intergénérationnelle mais aussi compétitive. Merci pour tout Dylan, très bonne écoute les winners. Bonjour Dylan. Bonjour. Merci de nous accueillir ici chez toi. On est super content de te rencontrer et on vient de faire un petit défi, c'était trop sympa. Donc merci de t'être prêté au jeu. De rien, avec plaisir. C'est une petite tradition, on demande à tous nos athlètes de se présenter, de nous dire quel sport ils pratiquent. Donc je te laisse la parole. Je m'appelle Dylan Rocher, j'ai 29 ans, je suis originaire du Mans et ça fait quelques années que je me suis installé sur Valence. Et donc je pratique la pétanque, voilà, depuis tout petit, car on est une famille de pétanqueurs. Chez moi, toute la famille jouait, le grand-père, mon oncle, mon père, ma mère. Voilà, on joue tous à la pétanque. Au top. Bonne ambiance du coup. Ouais, c'est un sport convivial, populaire, donc c'est vrai que quand on se retrouve ou même avec les amis, après chaque repas c'est pétanque, hein, voilà. Ah, trop cool. Quel est ton palmarès ? Je suis 5 fois champion du monde, 13 fois champion d'Europe, 13 fois champion de France. J'ai gagné 4 fois la Marseillaise, 3 fois les Masters de pétanque, 7 fois le PPF qui est une des plus grosses compétitions aussi mondiales. Et puis voilà, un peu des compètes un peu à droite à gauche. C'est pas mal. Rempli, ça va. Salut Dylan, à mon tour de te remercier pour l'invitation. On a vu qu'on avait des choses en commun, toi et moi. Déjà, la première chose, c'est qu'on est tous les deux gauchers. Ouais, j'ai vu ça aussi. Moi aussi. La deuxième chose, c'est que souvent, quand on pratique la pétanque, on est sur le poste tireur. Parce qu'on rappelle qu'il y a 2 postes, où tu es pointeur, où tu es tireur. Il y a même un troisième poste, ouais. Milieu, tu peux faire les deux. Et il y en a pas un 4e où tu peux être remplaçant ? Je crois que c'est plus le mien, ça te poste. ça peut être le poste de Tintin. Et la troisième chose, elle nous différencie un petit peu, c'est probablement le taux de réussite, qui je pense est beaucoup plus élevé le tien que le mien. Lorsqu'on joue, on a pu le voir tout à l'heure sur les défis. Trêve de plaisanterie, on va passer à la question de savoir comment tu étais tombé dans ce sport et à partir de quel âge tu as commencé à le pratiquer.
Moi, c'est simple, je suis tombé dans ce sport grâce à la famille. Comme j'ai dit tout à l'heure, mes grands-parents, mes parents jouaient, donc c'est tout naturellement que tout petit, on a voulu faire pareil qu'eux. Et puis bon, au fur et à mesure, c'est le sport qui nous plaisait. Voilà, on avait pas mal de jouets, on avait des vélos, on avait des ballons et tout, mais c'était la pétanque et voilà. Après, on suivait un peu les parents à droite à gauche sur les compétitions. Et puis on a eu, moi j'ai eu ma première licence à l'âge de 6 ans. Après, j'ai été dans une école de pétanque, mais voilà, depuis l'âge de 4-5 ans, j'ai jamais lâché les boules de pétanque, ouais. Donc tu lances des boules depuis l'âge de 4 ans, et au niveau de la fréquence, là c'est tous les jours, tous les 2 jours, tous les... En gros, c'est tous les week-ends de l'année. Après, de mai à septembre, c'est quasiment tous les jours, voire tous les 2 jours. Et puis on va dire que les entraînements, ouais, c'est tous les 2 jours, tous les 3 jours. Voilà, j'essaye de limiter un petit peu pour garder l'envie aussi, parce que à la force de jouer, des fois on peut un peu se lasser, donc je calme un peu, mais c'est vrai que le rythme de compétition ou d'entraînement est assez élevé, ouais. Salut Dylan, merci de nous accueillir chez toi, donc à Valence. Quand tu étais petit, tu avais seulement la pétanque ou tu faisais d'autres sports à côté? Non, moi ça a toujours été la pétanque. Voilà, j'ai été, comme j'ai dit, j'étais inscrit dans une école de pétanque, et puis voilà, avec mes frères, on jouait tous les jours. Voilà, c'était le truc qui nous plaisait. Alors après, on jouait un petit peu au foot, un petit peu au vélo, on faisait pas mal de sport, mais c'est clair que... C'était pas en compétition. Non, c'était vraiment en loisir. Ouais. Je vais parler un peu de tes clubs. Tu es passé par combien de clubs en étant pétanqueur, hein, c'est ça, ouais, on le dit comme ça? Ouais. Alors mon premier club où j'ai eu ma première licence, ça s'appelait le JSA Allen, dans la Sarthe, parce que moi je suis originaire du Mans et j'ai toute ma famille qui est dans la Sarthe. Après, j'ai été au club de mon père a son club aussi qui s'appelle le club Rocher-Le Mans. Après, j'ai atterri à Nice. D'accord. T'as pas mal voyagé? Oui, j'ai pas mal voyagé, j'ai pris un peu plus le soleil. J'ai atterri sur Draguignan où je suis resté un bon moment. Je suis resté à peu près 9 ans à habiter là-bas, puis 6-7 ans au niveau du club. Et là, ça fait 3 ans que je suis à Fréjus, voilà, au niveau du club de pétanque, et je pense qu'on y est pour un bon moment, parce que ils font beaucoup pour la pétanque et ils aiment ça, ils organisent des grosses compètes, on a vraiment un gros club, donc voilà. J'ai une question vraiment toute bête. Je voulais savoir à partir de quel moment tu t'es senti plus tireur que pointeur. Est-ce que c'est le tir qui t'a attiré ou c'est parce que t'étais bon à ça en fait? Ouais, c'est le tir qui me plaisait tout de suite, en fait. Voilà, c'était de tirer les boules, dégommer les boules, c'est ce qui me plaisait. Après, bon, au fur et à mesure que j'ai fait les compètes, on voyait que le tir c'était mieux vu, quoi. C'était un peu comme au foot, t'as le buteur, il est toujours plus mis en lumière que les autres, malgré que il faut de tout, quoi, hein, voilà. Mais non, c'est le tir qui me plaisait depuis le début. Et on a vu que très tôt, à 11 ans, tu élimines Philippe Suchot en demi-finale, alors que t'as que 11 ans sur un tir de précision. C'est vrai que j'étais assez précoce. J'ai commencé de bonne heure, j'étais à droite de bonne heure. Et puis bon, j'ai surtout gagné des belles compétitions chez les seniors, alors que j'avais 10-11 ans, quoi. Ouais. On peut jouer avec les seniors en étant mineur? Oui, tu as le droit, ouais. Dès l'instant que tu as une licence, tu peux jouer après dans les grosses compétitions. Pas les championnats au début, mais les nationaux, les internationaux, oui, tu as le droit, ouais. Est-ce qu'on peut rappeler les règles de ce sport? Donc, comment on fait pour gagner? Le but, c'est simple, c'est d'arriver le premier en 13, avant ton adversaire. Ça joue de 6 à 10 mètres. Voilà, après il peut y avoir des déplacements de bouchons, donc ça va jusqu'à 20 mètres. Mais voilà, après il y a 3 formules, t'as le tête-à-tête, donc c'est 1 contre 1, t'as le doublette c'est 2 contre 2, et le triplette c'est 3 contre 3. T'as le doublette mix aussi, un homme, une femme. Et puis voilà, c'est assez simple. Dans les tête-à-tête, doublette et triplette, le nombre de boules est toujours le même? Non, alors en tête-à-tête et doublette c'est 3 boules. Et en triplette, c'est 2 boules chacun. J'ai entendu parler, j'aime bien aussi regarder la pétanque à la télé, je te vois souvent les matins sur l'équipe 21, et j'ai entendu dire qu'ils voulaient passer au tête-à-tête à 4 boules, c'est ça? Est-ce que c'est d'actualité encore ou... Ouais, ils en parlent, c'est vrai que la fédération en parle, voilà. C'est vrai que pour moi, je pense que ça serait une bonne chose, parce que... une boule de plus pour dégommer les autres. On aurait plus d'options au niveau du tête-à-tête. Parce que là, 3 boules contre 3, ça va très vite. Voilà, je pense que faut savoir bien tirer, faut savoir bien pointer. Et bon, avec 4 boules, on peut plus se défendre. Voilà, on a plus d'options. Peut-être un peu plus de stratégie avec 4. Exactement, ouais.
toi, tu es bon dans tête-à-tête, doublette et triplette. Tu as tout gagné dans les trois catégories. On est 4-5 à avoir la particularité d'avoir été champion du monde triplet, champion de France tête-à-tête, doublette, triplette, mixte. Et donc, moi, je fais partie de ces 4-5 joueurs à avoir eu tous ces titres. Ouais. Et est-ce qu'il y a des joueurs qui sont vraiment que doublette ou que triplette ou que tête-à-tête ou non il y a des très grands joueurs comme Philippe Suchot, par exemple, qui ont jamais eu le tête-à-tête. Voilà, après, Henri Lacroix, il l'a eu là il y a 5-6 ans, mais il a été un moment sans avoir le tête-à-tête. Philippe Quintet a été un moment sans avoir le triplette. Donc après, souvent, il manque toujours un petit titre dans une formule, mais bon, après, c'est pas non plus super important. Voilà. Je vois que tu nous parles de très grands noms de la pétanque. Toi, quand tu étais petit, est-ce que tu avais un modèle ? Je regardais souvent Quintet, Suchot, Fasino, Foyot à la télé. Ouais, c'est clair que on les regardait et puis ça faisait envie. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as commencé à jouer contre eux, même avec eux ? Ça doit être un rêve qui doit être quand même assez simple à vivre. J'ai pas été plus impressionné que ça. Bon, voilà, c'est vrai que c'était beau, hein, mais je pense que ça s'est fait naturellement. Voilà, bon, en plus moi j'avais la chance d'être avec mon père qui était déjà au haut niveau, parce que mon père a eu tous les titres dans toutes les formules. Donc voilà, ça s'est fait naturellement, on va dire. Dylan, on va revenir un peu sur une compétition qui t'a un peu marqué dans ta carrière qui vient quand même que de commencer, parce que tu as 29 ans. On voit que tu as déjà énormément de titres, énormément de palmarès, mais la carrière de pétanqueur est très longue. Ouais, quand on voit un petit peu des personnes, voilà, exactement, que je connais pas forcément, mon frère pourrait vous en parler un peu plus. Mais c'est vrai que, est-ce qu'il y a une compétition vraiment qui t'a marqué, qui t'a dit, qui t'a fait dire, oh punaise, c'est exceptionnel là, à ce moment-là. Il y a vraiment une compétition qui m'a marqué, c'est les championnats du monde à Marseille en triplette. C'était ma première sélection pour un championnat du monde. En plus, c'était à Marseille, donc Marseille c'est le sport populaire là-bas, le sport phare. Et donc il y avait à peu près 12 000 personnes. Voilà, j'étais vraiment attendu, c'était quelque chose d'énorme. Et puis je dirais que pendant ces 3-4 jours, j'étais intouchable quoi. Je me rappelle, j'avais des sensations énormes, je pouvais faire ce que je voulais. Voilà, je suis arrivé à partir des quarts de finale, je crois que jusqu'à la finale, j'ai pas manqué une boule. Le public était en folie, voilà, il criait mon nom, tout ça. J'avais ma famille, ma belle famille. Donc c'était vraiment quelque chose d'énorme pour moi. En plus on a gagné, donc c'était encore mieux. Donc j'avais un peu les larmes aux yeux, tout ça. Ouais, c'était une doublette, c'était en doublette. Je jouais avec Suchot, Lacroix, et puis le quatrième c'était Bruno Le Boursicot. Et donc en 2012 t'avais 21. 2012 j'avais 19-20 ans, ouais. Et déjà à cet âge-là t'avais toutes les qualités d'un joueur exceptionnel quoi. Ouais, on a vu que j'étais adroit, que j'étais solide. Après, j'avais été champion d'Europe, j'avais été champion du monde chez les jeunes, champion d'Europe espoir. J'avais fait un championnat d'Europe senior aussi en triplette et tir de précision, j'avais remporté. Mais là, championnat du monde, c'est vraiment le Graal pour un joueur, pour tout sportif, quoi. Hein. Voilà, c'est clair que surtout à Marseille, nous, c'était quelque chose d'énorme. Donc, ça reste pour moi l'un de mes meilleurs souvenirs. Ouais. Une compétition comme ça, combien de matchs tu dois faire ? Si tu veux, il y avait une société qui s'appelle Quarterback qui a organisé les championnats du monde. Donc voilà, ils géraient eux les spectateurs. Et puis après au niveau des parties, c'était pas énorme. Hein. On a fait 12-13 parties, voilà, sur 4 jours. C'était pas un marathon, mais ça a été bien organisé. Voilà, toutes les conditions ont fait que c'était vraiment un gros championnat du monde. Ouais. Et comment se déroule une compétition ? C'est des poules ou c'est à élimination directe ? Ouais, alors ça commence, c'est des groupes au départ. Donc il y a 6 équipes par groupe, 6 nationalités. Après, ils prennent les 2 premiers. Après, c'est encore des poules. Donc là, c'est des poules de 4. Donc là, tu représentes l'équipe de France. Ouais, l'équipe de France. Et puis après, à partir des 8e de finale, là, c'est élimination directe. Donc tu sais que t'as plus le droit à l'erreur. Si tu perds, c'est cuit, quoi. Tu te souviens un petit peu, donc en sortie de poule, en 8e de finale, quelle nation vous jouez ? Ouais, on avait battu en 8e la Slovénie. Après, en quart, on avait battu le Maroc. En demi-finale, on a battu la Belgique. Et en finale, on a battu la Thaïlande. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu les pays qui sont, on va dire, favoris pour les compétitions comme ça ? La France en fait partie, bien sûr, mais... Les plus gros pays, ce sont la Thaïlande, Madagascar. Il y a la Belgique, Italie, on va dire
pays africains, Tunisie, Maroc. Voilà, ce sont vraiment les pays les plus costauds. Ouais. La France est quand même décrochée de ses favoris. Oui, c'est clair qu'au niveau des titres, depuis des années, on est loin devant des titres de champion du monde, mais l'écart, pas au niveau des titres, mais on sent que l'écart de niveau se réduit. L'écart de niveau est vraiment minime maintenant, et à tout moment, t'es pas à l'abri de perdre, quoi. La moindre erreur peut être. Ouais, c'est clair. On voit souvent aussi dans les matchs, moi je regarde beaucoup, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des matchs dans le match ? Moi souvent je te vois jouer par exemple contre l'Italien Rizzi, et on a les commentateurs qui font souvent la comparaison de toi contre lui. Est-ce que toi aussi tu fais ton match dans le match ? Une petite rivalité, moi en plus Rizzi, je le connais depuis tout petit, bon j'ai 1 ou 2 ans de plus que lui, mais dans les championnats du monde, les championnats d'Europe jeunes, puis après encore maintenant... on est toujours face à face, parce qu'en plus moi je fais du tir de précision, lui aussi, donc on se rencontre régulièrement, et il est vraiment costaud, donc les gens ils aiment bien, ou les journalistes ils aiment bien nous mettre en concurrence, et voilà, après c'est le jeu, quoi, hein, voilà. Et lors de parties, bon, tout à l'heure on a joué, c'était cool comme ça, il n'y avait pas de caméraman, pas de public, mais toi quand tu joues, moi j'ai joué contre toi tout à l'heure, j'avais pas de stress, mais un petit peu, quoi, alors qu'il n'y avait pas de stress à avoir, c'était le défi gagne, mais je me dis que devant du public, voilà, les caméras, toi, sûr. Comment est-ce que tu gères ça quand tu arrives au rond et que tu sais que tous les yeux sont braqués sur toi et que... Moi, c'est vrai que depuis tout petit, j'étais habitué de jouer devant du monde, de jouer devant les caméras, faire des grosses compétitions, donc maintenant, on fait même plus gaffe, mais voilà, je pense que c'est ça qui me motivait, c'est ça qui me faisait bien jouer, donc j'ai toujours aimé ça. Confiance en tes qualités aussi, quoi, c'est ça? Ouais, bien sûr, ouais. Bon, ça arrive aussi d'avoir des doutes, hein, voilà. Je cache pas qu'en tant que sportif, le plus dur c'est d'être régulier, de rester en haut de l'affiche. Mais bon, c'est là aussi quand t'es moins bien qu'il faut essayer de s'accrocher, quoi, voilà. Et quand vous partez en compétition comme ça, donc vous êtes 4, donc il y a un remplaçant. C'est le coach qui dit Dylan, t'es moins bien, tu te fais remplacer, ou comment ça se passe, ou c'est entre vous? L'équipe de France, on a une équipe là, par exemple avec Quintet, Suchot, Lacroix. On a vraiment une grosse équipe avec de l'expérience. Les mecs, ça fait 20-30 ans qu'ils sont au top. Le coach aussi, c'est un ancien champion, donc on se connaît tous. Bon, on parle entre nous, et puis c'est aux joueurs aussi de dire, de toute façon, on le voit, et il le voit qu'il est moins bien, quoi. Donc il n'y a pas de honte à tourner, à changer, à changer avec le remplaçant. Voilà, faut être prêt à tout pour gagner. C'est une équipe, bien sûr. C'est ouais. une équipe, ouais. Vous êtes humble entre vous, et ce qui est génial, c'est que c'est vraiment intergénérationnel, du coup. Ouais, c'est sûr que c'est des mecs, je voyais à la télé et tout. Maintenant, je suis en équipe de France avec eux, je suis même champion du monde avec eux, donc ouais, déjà moi de ma part, c'est grand respect, hein, parce que voilà, moi j'ai mon mot à dire, mais ils ont toute l'expérience et tout, donc je les laisse diriger un peu le groupe. Puis après, bien sûr que si j'ai un coup de moins bien, je leur dis tout ça, il y a pas de... Est-ce qu'il y a dans une triplette un peu un leader qui prend les décisions, une sorte de capitaine, comme on voit au foot, je sais que la pétanque c'est quand même vachement tactique, il y a quand même vachement de stratégie. Est-ce que quand vous arrivez sur le but, vous regardez, vous dites là il faut peut-être plus tirer, plus pointer. Est-ce qu'il y en a un qui prend un peu plus le leadership que d'autres? Ouais, bien sûr. Moi, dans toutes les équipes que je fais, il y a souvent un meneur de jeu, quelqu'un qui mène le jeu, qui sent un peu les choses et qui a de l'expérience aussi. Bon, après, après c'est vrai qu'on peut pas être toujours d'accord avec le meneur, mais 90% du temps, c'est lui qui mène le jeu. Ouais. Toi, pour l'instant, tu prends pas encore vraiment ce rôle-là? Non, après, si tu veux, moi, ça se fait naturellement, peut-être. Je joue avec aussi. Lacroix et Robineau en triplette toute l'année, donc on sait que Lacroix c'est un meneur, il mène très bien le jeu, tout ça. Après, ça arrive qu'on soit pas d'accord, et puis après, quand on est en équipe de France avec Quintet et Lacroix, c'est eux les deux meneurs. Donc nous, avec Suchot, des fois, on peut avoir nos petits mots à dire. Voilà, on sent un peu les choses aussi, mais en général, on se fie à eux et puis on leur fait confiance. Ouais. Et puis ça marche plutôt bien vu que vous ramenez les titres. Ouais. Pourquoi changer? C'est ce qu'il faut se dire. On change pas une équipe qui gagne. Hein. C'est ce qu'on dit toujours. Donc là, la France est championne depuis quand? Là, ça fait depuis 2018 parce qu'il n'y a pas eu de championnat du monde. Si tu veux, normalement, c'est tous les 2 ans. Et là, avec tout ça, c'est un peu compliqué. Avec le Covid et blablabla. Depuis 2018, on a perdu le titre il y a 4 ans à Madagascar. Mais sinon, après, on était sur une série de 11 ou 12 titres de rang, quoi. Donc, pour l'instant, on domine. Ouais. La classe. Bravo, parce que du coup, t'es quasiment tout le temps le plus jeune. Du coup, arriver comme ça sur les podiums. En équipe de France, oui.
Alors après, dans les autres pays, il y a beaucoup de jeunes qui montent aussi, hein, notamment comme Wheezy, un jeune Thaïlandais qui est très fort aussi. Il y a beaucoup plus de jeunes qui s'y mettent et qui sont costauds, donc la concurrence est rude. Ouais. Est-ce que un peu avec cette pandémie là qu'on a eu là avec le Covid, ça fait 2 ans maintenant que ça nous tient. On espère que ça va vite passer. Mais est-ce que du coup ta fréquence d'entraînement, elle a été et puis de compétition, a été un peu ralentie? Je pense que est-ce que le niveau de pétanque, tu le perds vite? Le niveau, je pense pas que tu le perdes vite, mais par contre tu perds un peu vite le rythme de compétition, l'endurance, la régularité. Ça, tu le perds vite. Après, l'adresse, t'es à droit, voilà, ça se perd pas. Mais c'est vrai que c'est plus dur à être régulier au bout d'un moment. Ouais. Et comment on devient un droit? Parce que moi, ça m'intéresse. Je pense que ça, c'est un peu inné, mon pauvre. Ça, c'est un peu au départ, mais après... Tu peux le rediriger sur tes cours. C'est ça, il y a une masterclass que j'ai fait. D'ailleurs, on fera un prix de groupe pour Pas de problème. Non, mais après, il faut beaucoup d'entraînement, il faut avoir les bonnes bases. Et puis aussi, l'entraînement, c'est bien, mais il faut faire des belles compétitions parce que c'est 2 choses différentes, quoi. Voilà. Quelles sont les qualités, justement, pour devenir un Dylan Rocher. Un Dylan Rocher. La première qualité, je pense qu'il faut être adroit, il faut savoir bien se concentrer, faut savoir bien gérer le stress, la concentration. Ça c'est primordial parce que il y en a beaucoup qui sont très adroits, qui sont très forts chez eux ou autres, mais après arriver devant les spectateurs ou les caméras, c'est complètement différent, ils perdent leurs moyens et tout. Donc il faut être costaud, ouais, je pense que faut avoir un peu toutes ces qualités-là, ouais. Faut avoir beaucoup de mental et à la fois réussir à bien gérer les émotions. Et... Ouais, non, c'est clair. Hein. C'est pas, comme il disait tout à l'heure, c'est pas toujours facile d'être devant 12 000 personnes, devant les caméras, voilà, de garder son sang-froid, de pas être atteint par la pression. Hein, c'est clair. Est-ce que tu trouves que tu te bats aussi un peu contre toi-même? Ouais, bien sûr, complètement. Hein. C'est sûr que quand t'es pas bien et que tu joues devant du monde, tu prends vite des coups de chaud, c'est pas facile, mais voilà, c'est là que, de toute façon, je pense que il y a la différence entre les très grands et les grands, voilà. Hein. Tout à fait. Faut y croire. Ouais, bien sûr, faut y croire. Je me demandais comment se fait la remise est-ce qu'il y a une remise des médailles? Est-ce qu'il y a un podium? Comment ça marche à la fin? En général, pour les championnats, il y a un podium, il y a une remise des médailles, il y a la Marseillaise qui retentit quand c'est la France qui gagne. Donc voilà, ça c'est important. Et puis nous, la chose qui est importante pour nous, c'est les médailles, mais c'est le maillot. C'est un peu dès que tu es champion du monde ou champion de France ou champion d'Europe, on te donne un maillot. Il est pas spécialement beau des fois, hein, mais c'est ça qui fait que c'est ça qui a de l'importance. C'est ça qui a de l'importance. Ah ouais, ok. Ouais. Je savais pas. Okay. Exactement. Bon, après le podium et tout aussi, c'est chouette, hein, mais le maillot, c'est ce qui différencie que t'es champion du monde, champion d'Europe, champion de France. C'est unique, quoi. Ouais. Non, et puis c'est aussi une fierté de porter le maillot de l'équipe de France. Aussi, ouais, bien sûr. Parce que comme vous dites, vous jouez en triplette, donc il y en a 3, mais je pense qu'il y a des millions qui aimeraient surtout être à ta nous place en France, il y en a un vivier de très grands joueurs. Voilà, on est 4 pour les championnats du monde, mais on pourrait y avoir 30 de joueurs sélectionnés. Donc on sait qu'on a de la chance, qu'il faut porter haut et fort les couleurs de la France, mais qu'on n'a pas le droit à l'erreur parce que si on perd, il y en aura d'autres, hein, voilà. Et quand vous avez gagné, donc tous les 4, vous célébrez ça avec vos familles, comment? Figure-toi que pour de la petite histoire, les 2 fois où j'ai gagné, donc à Marseille et puis au Canada là il y a récemment, j'ai pas pu célébrer ça comme j'aurais voulu, quoi, parce que j'ai eu 2 contrôles antidopage, parce qu'on a des contrôles antidopage aussi à la pétanque, d'alcoolémie et de drogue, de stupéfiants. Et donc, si tu veux, quand j'ai gagné le titre, par exemple au Canada, on a fini la partie. Il y a une dame qui est venue me voir, elle me dit bonjour monsieur, contrôle antidopage, je dois vous suivre du début à la fin jusqu'à la remise des récompenses, et après on va au contrôle. Et quand je suis arrivé au contrôle antidopage, en fait, il y avait déjà l'équipe du Maroc qu'on avait battu en finale, et il y avait Suchot et moi, voilà, on était 6 à faire le contrôle, donc un par un. Ça a été super long, faut faire les documents, uriner dans le bocal, toute une procédure, et du coup quand on est sorti,
tout était fini, tout le monde était parti, voilà, ça gâche la fête, quoi. Bah, tu m'étonnes. Et qu'est-ce qui fait que c'est toi qui es contrôlé plutôt que, oui, c'est aléatoire. Ils disent que c'est un tirage, après, bon, on va les croire, hein, mais en tout cas, ça fait 2 fois que, voilà, c'est moi, et bon, à cause de ça, j'ai pas pu bien célébrer le titre sur le moment, quoi, voilà. On sait que t'en célébreras d'autres, donc on est tranquille. C'est clair. Moi, j'ai juste une petite question. Ça veut dire que tu dois être... parce que c'est vrai que les concours de pétanque, surtout dans les dimanches dans nos petits villages, c'est vachement à la buvette. Enfin, moi, pour ma part, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que donc contrôle d'alcoolémie, ça veut dire que tu n'as pas le droit de boire, t'as pas le droit d'être... D'accord, ok, c'est... Ouais, on est contrôlé à tout moment dans une compétition officielle. Il y a quelqu'un de la fédération ou du ministère des Sports qui viennent te contrôler, quoi. Et je voulais juste savoir aussi, je sais que les boules de pétanque, il y a un poids. Toi, tu gardes tout le temps les mêmes poids? Ouais, bon, alors c'est une habitude ou tu peux changer? Moi, je garde quasiment le même poids. Par contre, le diamètre, je peux changer. Je joue avec des obus de 680 grammes et ça peut être 73 de diamètre ou 74. D'accord. Ça dépend un petit peu de la fatigue. Voilà, ça change un peu des sensations, ça fait du bien. Ouais, c'est vrai qu'on en a pas forcément parlé, mais est-ce qu'il y a une fatigue après c'est vrai que tu en lances quand même des boules, donc oui, du coup... bien sûr, il y a une fatigue, parce que une compétition, nous, faut savoir que ça joue du samedi matin au dimanche soir, 2 jours non-stop. Il y a le stress, voilà, on piétine beaucoup, on marche, des fois on joue sous des canicules, des fois on joue sous un froid, et tout ça fait que à la fin t'es rincé, quoi. C'est clair qu'il y a une grosse fatigue. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Toi, comment t'envisages le futur? Tout à l'heure, tu nous parlais d'un coach qui a lui-même été champion du monde. Est-ce que toi, ça pourrait être un rôle qui t'intéresserait ou comment? Pas pour l'instant, honnêtement. Hein. Bon, je suis jeune, donc mais peut-être après sur la fin, ouais, bien sûr. Je pense que ce que je voudrais, c'est rester le plus régulier possible au haut niveau pendant plusieurs années, et puis essayer de gagner 2 titres, hein, voilà. C'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas, nous. Hein. Allez, merci. C'est clair. Et on a vu que tu développes aussi plein de choses en famille, parce que comme tu l'as dit, vous êtes la famille Rocher, vraiment une famille de pétanqueurs. Et donc du coup, vous développez plein de produits autour de la pétanque, etc. Donc ça, t'as envie aussi de le pousser un peu, de le développer. Et, C'est mon frère Gavin qui s'en occupe. Donc bon, il était salarié dedans. Bon, là, avec le Covid, c'est un peu compliqué. Hein, voilà, on va pas se cacher. Mais ouais, après, c'est clair que ça peut être un truc en plus à pousser un peu la ligne de vêtements. Ouais. Ouais, c'est un plaisir du coup de plaisir pouvoir, familial, quoi. Voilà, c'est clair de pouvoir créer ça en famille et autour d'une passion que vous avez tous en commun, en fait. C'est ça, et puis de pousser la marque, un peu plus loin. Pourquoi pas à l'étranger ou autre. Ça fait complètement sens. Canon. C'est super cool. On a coutume de poser une dernière question à nos athlètes. Les fameux 3 mots qui te permettent de définir ta gagne, donc cette fameuse compétition de 2012. Ce championnat du monde, quand même. Avec 3 mots, est-ce que tu pourrais le définir? T'as le temps de réfléchir. Voilà. On va dire... Carreau et carreau. Non, on va dire la hargne, parce que j'avais vraiment envie de gagner. La concentration, parce que j'étais vraiment dans ma bulle. Et puis j'étais dans un autre monde, quoi. On va dire, j'étais dans ma bulle. Je pouvais faire ce que je voulais, donc je sais pas moi, la régularité, ouais. Merci. Excellent. Merci. On est vraiment honorés d'avoir pu te donner cette interview. Vraiment merci de nous avoir donné ton temps, c'est canon. Merci Dylan, c'était vraiment top de nous accueillir ici, comme des dingues. Merci beaucoup, et puis si jamais t'es dispo pour un petit sauvage, je te contacte. Entre gauchers, on se fait un petit sauvage. On n'a pas dit gauchère, hein, parce que là, c'est dangereux là-bas, mais il me chante. Et je veux bien pointer. Je te laisserai tirer. Allez, merci Dylan. Merci, ciao. C'est la fin de ce 16e épisode, les winners. Un grand merci à Dylan pour sa gentillesse et pour le partage de sa gagne. Pour retrouver Dylan, rendez-vous sur son Facebook @DylanRocher et sur son Instagram @DylanRocherOfficiel tout attaché. Vous pouvez aussi consulter son site internet www.famille-rocher.fr
pour retrouver plein d'articles à son effigie. Si vous voulez nous soutenir, parlez de la gagne autour de vous. Mettez 5 étoiles et laissez un petit commentaire sur Apple Podcast. Ça nous fait super plaisir. On compte sur vous. Si vous nous écoutez via d'autres plateformes d'écoute telles que Spotify, Deezer ou encore Google Podcast, vous pouvez vous abonner au podcast La Gagne. Ça permet, dans un premier temps, de recevoir une notification quand un nouvel épisode sort, et aussi cela permet à notre podcast d'être mieux référencé, et ainsi de le faire connaître au plus grand nombre. Rendez-vous lundi dans 2 semaines pour une nouvelle histoire de gagne. On aura à notre micro un grand champion qui vous racontera comme d'habitude l'un des plus beaux jours de sa carrière. On reste en contact sur les réseaux sociaux. Comme vous le savez sûrement, nous sommes très présents sur Instagram et sur Facebook. On vous dit à très vite les winners. Passez une excellente semaine et surtout, n'oubliez pas d'avoir la gagne.